Ma femme m'a quitté pour un autre homme. Elle a même emmené ma propre famille à l'étranger pour assister à leur mariage. Elle m'a envoyé ce SMS, ne sois pas à la maison quand nous rentrerons. Quand c'est fini pour moi. Ils sont tous revenus et ont vu ce que j'avais fait. Leurs sourires se sont effacés alors qu'ils se regardaient avec effroi. Ils ont regardé la terre vide. Ils ont regardé le terrain vague. Ils se sont posé une question terrifiée, où est la maison? Où est le manoir à $1 million? Je me suis contenté de les observer depuis ma voiture garée de l'autre côté de la rue et de sourire, car il s'avère qu'un homme de 63 ans, qu'il qualifie de vieux et de fini, peut prendre des décisions très vivantes, très calculées et très définitives. Je m'appelle Al-Sedi et, pendant les 7 jours où il célébrait mes funérailles de mon vivant, j'ai enterré tout ce que nous partagions autrefois. Littéralement. Voici l'histoire de la façon dont une trahison se transforme en poussière, et comment la poussière se transforme en liberté. Mais pour comprendre ce que j'ai fait, vous devez savoir qui j'étais avant qu'Elena ne décide que mon âge était une condamnation à mort. J'ai créé ma première entreprise à 25 ans, une petite société d'importation qui s'est développée lentement mais sûrement. Je travaillais 16 heures par jour, j'en dormais 4, et je rêvais avec le reste. À 30 ans, j'avais déjà 3 locaux commerciaux et 42 propriétés locatives. À 50 ans, un portefeuille d'investissement qui générait plus d'argent que je ne pouvais en dépenser. J'ai rencontré Elena quand j'avais 35 ans et elle 28. Elle était belle, intelligente, ambitieuse. Elle m'a dit qu'elle admirait mon éthique de travail, qu'elle aimait ma vision, qu'elle voulait construire quelque chose avec moi. Nous nous sommes mariés 6 mois plus tard. Nous avons eu 2 enfants, Juan et Fernando. Je leur ai tout donné. Une éducation privée, des voyages, des opportunités que je n'avais jamais eues. Je pensais construire un héritage. Je pensais construire une famille. La maison où nous vivions était ma fierté. Je l'avais achetée pour $250 000 il y a 20 ans. Je l'ai entièrement rénovée. J'ai investi $400 000 supplémentaires dans des améliorations. Piscine, jardin, une cuisine qui semblait sortir d'un magazine. Elena la redécorait chaque année. Elle changeait les meubles, changeait les couleurs. Je payais les factures et je pensais que cela la rendait heureuse. La valeur marchande actuelle était de $1 100 000. Elle était entièrement payée et à mon nom, seulement à mon nom, parce que j'avais appris depuis mon plus jeune âge à protéger ce que l'on construit. Pendant des années, tout semblait parfait. Les dîners de famille, les vacances à la plage, les photos sur les réseaux sociaux où nous sourions tous. Mais les fissures étaient là. J'ai simplement choisi de ne pas les voir. Elena a commencé à se plaindre que je travaillais trop, que je n'étais jamais à la maison, que j'avais perdu la passion. Je lui rappelais que quelqu'un devait payer pour le style de vie qu'elle exigeait. Elle arrêtait alors de parler et allait dans sa chambre. Oui, sa chambre. Nous faisions chambre à part depuis 3 ans. Elle disait que je ronflais. J'avais accepté l'excuse parce que c'était plus facile que d'affronter la vérité. Le mariage était mort, mais j'ai continué à payer les factures, j'ai continué à être le pourvoyeur, j'ai continué à croire que c'était suffisant. Puis est arrivé ce mardi, il y a 3 semaines. Le message, nous devons parler ce soir. Je suis rentré à 19 h. Elena était dans le salon, habillée différemment, maquillée comme si elle allait à un rendez-vous. Je me suis assis en face d'elle, m'attendant à une plainte concernant la climatisation ou les impôts fonciers. Au lieu de cela, elle a dit « Je veux divorcer ». Juste comme ça. Sans préambule, sans émotion, comme quelqu'un qui commande un café. Je suis resté silencieux, assimilant la nouvelle, calculant. Elle a poursuivi, j'ai rencontré quelqu'un, Francisco. Il est différent. Il me fait me sentir vivante. Nous nous marions le mois prochain en Colombie. J'ai déjà acheté les billets. J'ai senti un frisson froid me parcourir l'échine. Ce n'était pas de la douleur, c'était de la clarté. Je lui ai demandé si les enfants le savaient. Elle a souri. Ce sourire qui me faisait autrefois tomber amoureux ne me montrait plus qu'une étrangère. Tout le monde le sait, a-t-elle dit. Tout le monde vient au mariage. Juan, Fernando, ton frère Aurelio, ta cousine Inès. Tout le monde a dit oui. Tout le monde sauf toi, parce que toi, Al-Sedi. Tu es vieux. Tu es fatigué. Tu n'es plus l'homme que j'ai épousé. Francisco a 42 ans.
Il a de l'énergie. Il a de la vie. Et je mérite ça avant qu'il ne soit trop tard pour moi. Je l'ai juste regardé. 28 ans, 2 enfants, une fortune bâtie, et maintenant elle me disait que j'étais mort pour elle. Je lui ai demandé quand elle comptait partir. Elle a regardé son téléphone comme si j'étais une interruption. Dans 4 jours. Le mariage est dans une semaine. Nous restons quelques jours là-bas. Tourisme, lune de miel. Puis elle m'a regardé droit dans les yeux et a dit quelque chose qui est resté gravé dans ma mémoire, ne sois pas à la maison quand nous rentrerons. Quand c'est fini pour moi. Commence à chercher un appartement. Elle s'est levée et est montée à l'étage. Je l'ai entendu rire au téléphone dans sa chambre. Sûrement avec Francisco. Sûrement en train de planifier leur avenir. Mon avenir n'existait pas dans cette conversation. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je me suis assis dans le salon plongé dans le noir, regardant les murs que j'avais peints, les sols que j'avais payés, les meubles que j'avais achetés. Cette maison était la mienne. Cette vie était la mienne, et elle était en train de la démanteler comme si j'étais un locataire en retard sur son loyer. À 4 heures du matin, j'ai attrapé mon téléphone et j'ai appelé Anselmo, mon avocat, mon ami depuis 30 ans. Il a répondu d'une voix endormie. Al se dit. Qu'est-ce qui s'est passé? Je lui ai tout raconté, chaque mot, chaque détail, chaque humiliation. Il y a eu un long silence. Puis Anselmo a dit quelque chose qui a tout changé. Al se dit. La maison est à ton nom, seulement à ton nom. Elle n'a aucun droit légal sur quoi que ce soit. Si tu veux, nous pouvons protéger tes biens avant qu'elle ne demande le divorce. Je lui ai demandé ce qu'il suggérait. Il a pris une grande inspiration. Donne-moi 24 heures. Je vais tout revoir. Mais Al se dit. Si elle épouse vraiment quelqu'un d'autre alors que vous êtes encore mariés, c'est un adultère. Cela change tout dans la procédure de divorce. J'ai raccroché et, pour la première fois depuis des heures, j'ai souri. Parce que je venais de comprendre quelque chose de fondamental. Elena pensait que j'étais vieux, que j'étais fini, que j'accepterais mon sort comme un chien obéissant. Mais elle avait oublié quelque chose. Les vieux chiens ont des crocs tout aussi acérés, et je venais de décider de mordre. Les 3 jours suivants ont été du théâtre parfait. Elena faisait ses valises en chantant. Mes enfants entraient et sortaient de la maison en évitant mon regard. Mon frère Aurelio est venu chercher Elena pour l'emmener à l'aéroport et ne m'a même pas salué. Il me traitait comme si j'étais déjà mort, comme si j'étais un fantôme dans ma propre maison. J'ai souri, je leur ai souhaité un bon voyage, je leur ai dit de bien s'amuser. Elena m'a regardé, confuse. Je pense qu'elle s'attendait à des cris, des larmes, des supplications. Au lieu de cela, elle a trouvé un homme calme qui lui tenait la porte. Avant de partir, Elena s'est arrêtée sur le seuil. Elle m'a regardé avec quelque chose qui ressemblait à de la pitié. Al se dit. J'espère que tu trouveras la paix. J'espère que tu comprends que c'est ce qu'il y a de mieux pour nous deux. Quand nous reviendrons dans une semaine, s'il te plaît, ne sois pas là. Ne rends pas les choses plus difficiles. J'ai hoché la tête. Bien sûr, Elena. Fais un bon vol. Elle a cligné des yeux, surprise, et a souri, soulagée. Je savais que tu comprendrais. Tu as toujours été raisonnable. Elle a fermé la porte. J'ai entendu la voiture s'éloigner. J'ai attendu que le son disparaisse complètement. Puis j'ai sorti mon téléphone et appelé Anselmo. Ils sont partis. Il a répondu immédiatement, parfait. J'arrive. Nous avons beaucoup de travail. Anselmo est arrivé 30 minutes plus tard avec une mallette pleine de documents. Il s'est assis à la table de la salle à manger et a étalé des papiers devant moi comme un chirurgien préparant ses instruments. Al se dit. J'ai tout revu. La situation est meilleure que je ne le pensais, ou pire, selon la façon dont on voit les choses. Je me suis assis en face de lui. Parle. Anselmo a pointé du doigt le premier document. La maison est entièrement à ton nom. Tu l'as achetée avant le mariage. Tu as payé toutes les améliorations avec l'argent de tes comptes personnels. Elena n'a aucun droit légal sur cette propriété. J'ai hoché la tête. Je le savais déjà. Anselmo a continué, mais il y a plus. J'ai passé en revue les relevés bancaires du compte joint que vous avez.
Elena a retiré des sommes importantes au cours des 6 derniers mois. De petits montants au début, 1000 par-ci, 2000 par-là, mais au total, cela s'élève à 87 000 $. J'ai senti quelque chose de brûlant dans ma poitrine. 87 000 $. Anselmo a hoché la tête. Et il y a des virements vers un compte que je ne reconnais pas, 1000 $ le mois dernier. Encore 20 000 $ il y a 2 semaines. Elle se dit, je pense qu'elle finance sa nouvelle vie avec ton argent depuis des mois. Je me suis adossé à ma chaise. Bien sûr qu'elle l'avait fait. Anselmo a posé un autre papier devant moi. J'ai aussi trouvé ça, une demande de prêt à vos 2 noms. Elena a demandé un prêt de 50 000 $ en utilisant cette maison comme garantie. Elle a fait la demande il y a 3 mois. Ça a été refusé parce qu'il manquait à signature, mais elle a essayé. J'ai fermé les yeux, pris une grande inspiration. Quand je les ai rouverts, Anselmo me regardait avec inquiétude. Elle se dit. Je sais ce que tu penses, mais tu dois être intelligent. Le divorce joue totalement en ta faveur. Adultère, détournement de fonds communs, tentative de fraude immobilière. Elle n'obtiendra rien. Tu garderas tout. Je lui ai demandé combien de temps prendrait la procédure. Il a haussé les épaules. 6 mois, peut-être 1 an si elle se bat. Mais à la fin, tu gagneras. Il te faut juste de la patience. De la patience? Ce mot résonnait dans ma tête. 1 an à regarder Elena vivre sa nouvelle vie. 1 an de procédure judiciaire. 1 an à être la risée de la famille. Le vieil homme abandonné. Le mari pathétique. Non, je n'allais pas attendre 1 an. Je n'allais pas lui accorder ce temps. J'ai regardé Anselmo droit dans les yeux. Je veux vendre la maison. Il a cligné des yeux. Quoi? Je veux la vendre maintenant, cette semaine. Anselmo a secoué la tête. Elle se dit. Tu ne peux pas vendre un bien matrimonial sans le consentement des 2 parties. Eh bien, techniquement tu peux, car elle est à ton nom, mais si elle porte plainte plus tard. La maison n'est qu'à mon nom. Je l'ai achetée. Je l'ai payée. Je l'ai améliorée. Légalement, elle est à moi. Je peux en faire ce que je veux. Anselmo est resté silencieux. Puis il a parlé lentement. Oui. Techniquement, oui. Mais elle se dit, si tu la vends maintenant, elle prétendra que c'était pour lui nuire. Un juge pourrait. Je ne vais pas la vendre, les jeux interrompus. Anselmo m'a regardé, confus. Alors qu'est-ce que tu vas faire? J'ai souri. Ce sourire qu'Elena aimait autrefois. Ce sourire que mes concurrents avaient appris à craindre. Je vais l'éliminer. Anselmo a pâli. Elle se dit. Ne dis pas de folie. Je ne parle pas d'Elena. Je parle de la maison. Je vais éliminer la maison. Le silence qui a suivi était absolu. Anselmo m'a regardé comme si j'avais perdu la raison. Finalement, il a parlé. Qu'est-ce que ça veut dire, éliminer la maison? Je me suis levé et j'ai marché jusqu'à la fenêtre. De là, je pouvais voir le jardin, la piscine, le garage où je gardais ma voiture de collection, tout ce que j'avais construit, tout ce qu'Elena considérait comme acquis. Je me suis tourné vers Anselmo. Ça veut dire une démolition contrôlée. Il a secoué la tête. Es-tu fou? Tu ne peux pas démolir une maison à $1 million juste parce que ta femme t'a quitté. C'est irrationnel. Je lui ai rappelé que c'était ma maison, ma propriété, ma décision. Anselmo s'est levé. Elle se dit. Écoute-moi. Je comprends que tu sois blessé. Je comprends que tu sois en colère. Mais détruire un bien d'1 million n'est pas une vengeance. C'est un suicide financier. J'ai expliqué ma logique. Si je vends la maison, j'obtiens de l'argent que je devrais partager lors du divorce. Si je la garde, Elena peut réclamer des droits au logement pendant la procédure légale. Si je la donne, c'est une organisation frauduleuse d'insolvabilité. Mais si je la démolis, si je l'élimine, elle n'existe plus. Il n'y a plus rien à diviser. Il n'y a plus rien à réclamer. Juste de la terre vide. Anselmo est resté muet. Je voyais son cerveau d'avocat traiter l'information. Finalement, il a murmuré. Techniquement. Techniquement,
Tu pourrais le faire. C'est ta propriété. Tu peux démolir ta propre maison, mais elle se dit, le terrain a toujours de la valeur. Elle peut réclamer la moitié de la valeur du terrain. J'ai hoché la tête. Un terrain vague vaut 150 000 $ dans ce quartier. Une maison construite vaut 1 100 000 $. La différence, c'est 950 000 $ qui cessent d'exister. Si elle veut se battre pour 75 000 $ dans un procès qui lui coûtera 50 000 $ en avocat. Qu'elle y aille. J'aurais détruit 1 million de dollars de valeur juste pour m'assurer qu'elle ne verra pas un seul centime. Anselmo s'est rassis lentement. Es-tu prêt à perdre 950 000 $ juste par vengeance? Je l'ai corrigé. Ce n'est pas de la vengeance. C'est une démolition contrôlée. Quand un bâtiment n'est plus utile, quand sa structure est compromise, quand le conserver est plus coûteux que de l'éliminer. Nous le démolissons. Nous construisons quelque chose de nouveau à la place. Mon mariage est ce bâtiment. Cette maison est le symbole de ce bâtiment, et je vais la démolir. Anselmo m'a regardé longuement. Puis il a posé une question qui m'a surpris. Quand veux-tu commencer? Je lui ai dit, immédiatement. Que j'avais 7 jours avant leur retour. Que je voulais qu'il n'y ait plus rien à reconnaître quand Elena mettrait les pieds dans cette rue. Anselmo a pris une grande inspiration. Très bien. Si tu vas faire ça, fais-le correctement. Il te faut des permis de démolir. Il te faut une entreprise certifiée. Tu dois t'assurer que tout est parfaitement légal pour qu'elle ne puisse pas te poursuivre plus tard. J'ai hoché la tête. Alors aide-moi. Il a fermé sa mallette. Donne-moi 4 heures. Anselmo est parti. Je suis resté seul dans la maison. J'ai parcouru chaque pièce. Le salon où nous fêtions Noël. La salle à manger où nous avions pris des milliers de repas. La cuisine où Elena préparait le café chaque matin. La chambre où nous dormions ensemble avant qu'elle ne décide que je ronflais trop. Je n'ai pas ressenti de nostalgie. Je n'ai pas ressenti de tristesse. J'ai ressenti de la clarté. Cette maison était un beau mensonge, une coquille vide, un monument à un mariage qui n'avait jamais été réel. Elena l'utilisait comme une scène de théâtre. Mes enfants l'utilisaient comme un hôtel. Je l'avais utilisée comme une prison volontaire. Maintenant, j'allais la transformer en ce qu'elle aurait toujours dû être. De la poussière. Mon téléphone a sonné. C'était Anselmo. J'ai trouvé une entreprise. Il s'appelle Démolition Ramirez. Ils peuvent commencer demain. Ils ont tous les permis. Je leur ai expliqué la situation. Ils ont pensé que c'était fou, mais j'ai offert le double de leur tarif habituel. Ils ont accepté. J'ai demandé combien de temps cela prendrait. Anselmo a fait une pause. Avec une maison de cette taille, en travaillant jour et nuit, 5 jours. Parfait. Cela me donnait une marge de 2 jours. Anselmo a continué. Elle se dit, une dernière question. Es-tu absolument sûr de toi? Une fois que ça aura commencé, il n'y aura pas de retour en arrière. Je lui ai répondu que je n'avais jamais été aussi sûr de quoi que ce soit dans ma vie. Il a soupiré. Alors, que la démolition commence. Le contrat était signé, les permis approuvés, la décision prise. En 24 heures, ma maison à 1 million de dollars commencerait sa transformation en poussière et en gravat. Mais d'abord, j'avais besoin de comprendre exactement ce que j'étais en train de détruire. Pas seulement des briques et du ciment, mais tout ce qu'Elena avait caché. Anselmo est arrivé à 8 heures du matin avec d'autres documents. Son visage indiquait qu'il avait trouvé quelque chose. Il s'est assis en face de moi et a étalé des relevés bancaires marqués au surligneur jaune. Al se dit. J'ai passé toute la nuit à vérifier. C'est pire que ce que je pensais. Beaucoup plus pire. Je lui ai dit de parler. Anselmo a montré les marques jaunes. Les virements dont j'ai parlé hier, les 87 000 $ qu'Elena a retirés du compte joint. J'ai retracé où ils sont allés. Il a ouvert son ordinateur portable et m'a montré une capture d'écran. C'est un compte bancaire au Panama au nom d'Elena marqué de Sandoval. J'ai senti quelque chose se glacer dans mon estomac. Elena avait ouvert un compte international sans me le dire. Anselmo a hoché la tête. Il y a 8 mois. Et ce n'est pas seulement l'argent du compte joint. Regarde ça. Il m'a montré un autre document.
3 cartes de crédit dont tu ignorais l'existence, toutes liées au crédit de ton entreprise. Elena les a demandées en utilisant tes informations. Elle a accumulé une dette de 42 000 $. Anselmo a poursuivi, des vêtements de créateur, des voyages, une bague de fiançailles qu'elle s'est achetée pour 15 000 $. Al se dit. Elle planifie ça depuis presque 1 an. Ce type n'est pas une nouveauté. C'était calculé, prémédité. J'ai demandé s'il y avait autre chose. Anselmo a fermé l'ordinateur portable. Oui, mais c'est ce qui te fera le plus de mal. J'ai appelé un contact à l'immigration. Elena s'est rendue en Colombie 6 fois au cours des 8 derniers mois. Toujours pour une semaine, toujours seule. Selon ses dossiers. Mais j'ai enquêté sur les registres de vol. Francisco a voyagé sur les mêmes vols. Ils étaient assis séparément, mais sont arrivés ensemble, donc toute la famille le savait. Tout le monde a gardé le secret. Anselmo a hoché la tête. Tes enfants le savaient. Ton frère le savait. Tout le monde t'a menti pendant des mois pendant qu'Elena construisait sa nouvelle vie avec ton argent. Je lui ai demandé combien elle avait pris au total. Anselmo a fait le calcul. En comptant les virements, les cartes de crédit et quelques retraits d'espèces que j'ai trouvés, nous parlons de 152 000 $ de ton argent finançant ta propre humiliation. Je me suis adossé à la chaise et j'ai regardé le plafond. Tout prenait sens maintenant. Les plaintes concernant mon travail, les chambres séparées, les faux sourires et les photos de famille. Tout avait été du théâtre pendant qu'elle préparait sa fuite. Anselmo a parlé doucement. Al se dit. Avec ces preuves, tu peux la détruire légalement. Poursuis-la pour fraude, pour détournement de fonds. Tu peux récupérer chaque centime et probablement plus. Un juge sera totalement en faveur de ton dossier. Je lui ai demandé combien de temps cela prendrait. Il a haussé les épaules. 15 mois, peut-être 2 ans. Mais tu gagneras. 2 ans à me battre devant les tribunaux, 2 ans à être la victime, 2 ans d'avocat, d'audience et de formulaire. Non. Je lui ai dit de procéder aux poursuites, de tout documenter, mais que mon plan tenait toujours, la maison disparaîtrait. Anselmo a fermé sa mallette. Que ça commence. À 10 heures du matin, on a sonné à la porte. J'ai ouvert et j'ai trouvé Ramirez avec son équipe. 3 hommes robustes en gilet orange et casque jaune. Ramirez m'a tendu la main. Monsieur Al se dit, prêt à commencer? Je lui ai montré le contrat signé, les permis notariés, le chèque de 80 000 $. Ramirez a méticuleusement vérifié chaque papier. Finalement, il a hoché la tête. Tout est en ordre, monsieur. Dernière chance pour changer d'avis. Une fois que nous aurons commencé, il n'y aura pas de retour en arrière. Je lui ai dit que je n'avais jamais été aussi sûr de moi. Il m'a regardé dans les yeux. J'y ai vu quelque chose, du respect mêlé de pitié. Compris. 3 jours. Quand nous reviendrons, il n'y aura plus que de la terre plate ici. Je lui ai donné les clés de la maison. Ramirez les a tenues comme si elles étaient sacrées. Monsieur Al se dit, en 30 ans de démolition de bâtiments, j'ai appris quelque chose. Les structures ne sont pas seulement du béton et de l'acier. Ce sont des souvenirs. Ce sont des vies. Détruire cela va faire plus mal que vous ne le pensez. Je l'ai remercié pour l'avertissement, mais je lui ai dit qu'il n'y avait plus rien ici dont je veuille me souvenir. Ramirez a hoché la tête et s'est tourné vers son équipe. Les gars, coupez les compteurs. Eau, électricité, gaz. Ensuite, nous commençons par les murs intérieurs. Je veux que ce soit à terre dans 72 heures. Les hommes se sont dispersés. Je suis resté à l'entrée à les regarder pénétrer dans ma maison avec des outils et des plans. Je suis monté dans ma voiture, mais je n'ai pas démarré tout de suite. Je suis resté assis là, regardant la façade. Les fenêtres où Elena avait l'habitude d'accrocher les lumières de Noël. La porte que j'avais peinte en rouge parce qu'elle disait que ça portait chance. Le jardin pour lequel j'avais engagé des paysagistes. Tout construit avec mon argent. Tout habité par des mensonges. Mon téléphone a vibré. C'était un message de Lucia, mon amie depuis 40 ans. La seule personne de ma vie qui avait toujours été brutalement honnête. Le message disait, Aurelio m'a parlé d'Elena. Il faut qu'on parle. Je l'ai appelée immédiatement. Lucia a répondu à la première sonnerie. Al se dit.
Où es-tu? Je lui ai dit que j'étais devant chez moi. Elle a fait une pause. J'ai entendu dire que tu allais démolir la maison. Dis-moi que c'est une rumeur. Je lui ai répondu que c'était vrai, que la démolition commençait en ce moment même. Lucia a soupiré profondément. Il faut que je te voie maintenant. Viens chez moi. Nous devons parler avant que tu ne fasses quelque chose d'irréparable. Je lui ai dit que c'était déjà fait. Que le contrat était signé. Elle a élevé la voix. Elle se dit. Je connais cette voix froide. Tu l'utilises quand tu prends des décisions d'affaires. Mais ce ne sont pas des affaires. C'est ta vie. Je lui ai promis que j'irais la voir, mais plus tard. D'abord, j'avais besoin de faire quelque chose. Lucia m'a demandé quoi. Je lui ai dit, dire au revoir. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. Je suis sorti de la voiture et j'ai marché vers la maison. Ramirez m'a vu et s'est approché. Monsieur, je pensais que vous partiez. Je lui ai dit que je n'en aurais que pour un instant, que j'avais besoin de faire un dernier tour. J'y suis entré. La maison semblait déjà différente. Les hommes avaient coupé l'électricité. La lumière naturelle entrait par les fenêtres, créant des ombres étranges. J'ai traversé le salon, j'ai passé ma main sur les murs que j'avais peints moi-même il y a 5 ans. Elena avait choisi la couleur, un beige qu'elle qualifiait d'élégant. Moi, je l'appelais ennuyeux, mais j'avais quand même payé le peintre. Je suis monté à l'étage. Chaque marche grinçait de souvenirs. Juan apprenant à marcher. Fernando descendant en courant le jour de Noël. Elena montant avec des sacs de course. Toutes ces images étaient maintenant contaminées par la vérité. Il savait. Tout le monde savait, et aucun n'avait eu le courage de me le dire. Je suis entré dans la chambre principale. Le lit était parfaitement fait. Elena avait toujours été méticuleuse sur ce point. J'ai ouvert le placard. Son côté était presque vide. Elle n'avait laissé que de vieux vêtements. Des vêtements dont elle ne voulait plus. Tout comme elle m'avait laissé, moi. Je refermai le placard et m'assis sur le lit. 28 ans. C'était notre chambre pendant 25 de ces années, jusqu'à ce qu'elle décide que je ronflais trop. Je me suis levé et j'ai marché jusqu'à la chambre d'Amy où elle dormait depuis 3 ans. Elle était plus petite, plus froide, mais elle l'avait décorée comme une suite personnelle. Grand miroir, coiffeuse élégante, tout acheté avec mon argent pendant qu'elle prévoyait de me quitter. J'ai ouvert les tiroirs vides, vérifié la salle de bain, vide. Elle n'avait rien laissé, comme si elle n'avait jamais existé. Je suis redescendu. Ramirez était dans la cuisine en train de marquer les murs. Il m'a vu et a arrêté son travail. « Monsieur, vous avez terminé ?» J'ai hoché la tête. « Oui, j'ai terminé. » Il a désigné la maison. Vous savez, dans mon métier, je vois beaucoup de démolitions, de vieux bâtiments, de structures endommagées. Mais il y a toujours une raison pratique. C'est la première fois que je vois quelqu'un démolir un bâtiment parfaitement fonctionnel juste parce qu'il a besoin de l'effacer. Je lui ai dit que c'était exactement ça, que j'avais besoin de l'effacer. Ramirez a hoché la tête lentement. Alors nous allons bien le faire. Quand nous aurons terminé, cette adresse ne sera plus qu'un terrain vague. Personne ne saura qu'il y a eu quelque chose ici. Je l'ai remercié et me suis dirigé vers la porte. Ramirez m'a interpellé. Monsieur, elle se dit, encore une chose. Ce que vous faites est soit courageux, soit fou. Je ne sais pas encore lequel, mais je le respecte. Je suis parti sans répondre. Je suis monté dans ma voiture et j'ai démarré. Dans le rétroviseur, j'ai vu les hommes commencer à frapper les murs intérieurs à coups de masse. J'ai vu la poussière commencer à s'élever. J'ai vu mon passé commencer à se désintégrer. J'ai roulé sans but pendant 1 heure. Finalement, je me suis retrouvé devant la maison de Lucia. Elle a ouvert la porte avant même que je ne sonne. Son expression était un mélange d'inquiétude et d'autre chose. De la peur, peut-être. Entre, a-t-elle dit. Il faut qu'on parle. Lucia m'a servi du café en silence. Sa terrasse donnait sur un jardin petit mais bien entretenu. Rien d'ostentatoire, rien de prétentieux. L'exact opposé de la maison que j'étais en train de détruire. Nous nous sommes assis face à face. Elle attendait que je parle en premier, mais je me contentais de regarder le café fumant entre mes mains.
Finalement, Lucia a rompu le silence. Elle se dit. Je te connais depuis que tu as 23 ans. Je t'ai vu monter ta première entreprise à partir de rien. Je t'ai vu travailler 18 heures par jour. Je t'ai vu devenir l'homme le plus prospère que je connaisse. Elle a fait une pause. Et maintenant, je te vois détruire $1 million par fierté. Je l'ai corrigé. Ce n'est pas de la fierté. Ce sont des principes. Lucia a posé sa tasse plus fort que nécessaire. Des principes. Elle se dit, les principes ne justifient pas l'autodestruction. Je lui ai demandé si elle savait. Si elle était au courant pour Elena et Francisco. Si elle savait que toute ma famille m'avait trahi. Lucia a baissé les yeux. C'était ma réponse. Alors, tu savais? Elle a hoché la tête lentement. Aurelio me l'a dit il y a 2 mois. Il m'a fait jurer de ne rien te dire. Il a dit qu'Elena avait besoin de temps pour trouver le bon moment. J'ai senti quelque chose d'amer dans ma gorge. Le bon moment. Le bon moment, c'était quand elle a commencé à voler mon argent. Quand elle a ouvert des comptes secrets. Quand elle s'est envolée 6 fois pour la Colombie pour construire sa nouvelle vie. Lucia a levé les yeux, surprise. 6 fois? Je ne savais pas ça. Je lui ai tout raconté. Les $152 000, les cartes de crédit, les vols coordonnés avec Francisco, le compte au Panama, chaque détail qu'Anselmo avait découvert. Lucia a pâli à chaque révélation. Elle se dit. Je savais juste qu'elle avait rencontré quelqu'un. Je ne savais pas que c'était si calculé. Je lui ai dit que tout le monde en savait plus que moi. Que j'étais le dernier au courant. Qu'il m'avait traité comme si j'étais déjà mort. Lucia m'a tendu la main, mais j'ai retiré la mienne. Je ne veux pas de pitié. Je veux que tu comprennes pourquoi je fais ça. Elle a pris une profonde inspiration. Alors explique-moi. Explique-moi en quoi détruire $1 million va résoudre quoi que ce soit. J'ai expliqué à nouveau la logique. Si je vends la maison, Elena peut en réclamer la moitié. Si je la garde, elle me rappellera la trahison tous les jours. Si je la détruis, elle n'aura rien. Et j'obtiens quelque chose de plus précieux que l'argent. J'aurai l'occasion de la voir souffrir. J'aurai l'occasion de voir son visage quand elle reviendra et qu'elle trouvera de la terre vide. J'aurai l'occasion de lui montrer que le vieil homme n'était pas si mort que ça. Après tout. Lucia a secoué la tête. Et ensuite quoi? Après qu'elle aura vu ta vengeance. Après qu'elle aura souffert. Qu'est-ce que tu gagnes vraiment? Je lui ai dit que je gagnais ma dignité. Elle a ri, mais c'était un rire triste. Elle se dit. La dignité ne se retrouve pas en détruisant des choses. Elle se retrouve en construisant quelque chose de meilleur. Je lui ai rappelé que c'était exactement mon plan. Détruire d'abord, construire ensuite. Lucia s'est levée et s'est approchée de la rambarde de la terrasse. Quand mon mari m'a quitté il y a 10 ans, je voulais aussi tout détruire. Je voulais brûler ses vêtements, casser ses affaires, effacer toute preuve de son existence. Elle s'est tournée vers moi. Mais tu sais ce qui m'en a empêché? L'idée qu'il gagnerait, qu'il me verrait détruite et qu'il saurait qu'il avait toujours du pouvoir sur moi. Je lui ai dit que c'était différent. Lucia s'est rassise. Ce n'est pas différent. C'est exactement la même chose. Tu laisses à Elena un tel pouvoir sur toi que tu es prêt à perdre $1 million juste pour la blesser. Je lui ai demandé ce qu'elle suggérait, alors. Que je procède au divorce de manière civilisée. Que je récupère mon argent par des moyens légaux. Que je reconstruise ma vie sans détruire ce qui restait? Je lui ai dit que cela prendrait des années. Lucia a hoché la tête. Oui. Et pendant ces années, tu apprendras à vivre à nouveau. Tu apprendras qui tu es sans Elena. Sans la maison, sans le faux mariage. Une destruction rapide ne te donne pas ça. Elle te donne juste une seconde de satisfaction suivie par des années de vide. Je lui ai demandé comment elle le savait. Elle a souri tristement. Parce que j'ai dû l'apprendre par moi-même. Nous sommes restés assis en silence à boire notre café. À regarder le jardin. Finalement, j'ai parlé. Lucia, j'apprécie ton inquiétude, mais j'ai déjà signé un contrat. La démolition a déjà commencé. Dans 3 jours, il ne restera plus rien. Elle a soupiré.
Alors promets-moi une chose. Quand ce sera fini? Quand la maison n'existera plus? Quand Elena reviendra et verra ce que tu as fait, viens me voir. Parce que tu auras besoin de quelqu'un qui ne te jugera pas pour ce que tu as fait. Quelqu'un qui sera juste là. Je lui ai promis que je le ferai. Je me suis levé pour partir. Lucia m'a arrêté à la porte. Elle se dit. Une dernière chose. Ce que tu ressens en ce moment, cette froideur, ce contrôle parfait, ce n'est pas de la force. C'est l'état de choc. Et quand le choc se dissipera, la douleur va te frapper et ce sera pire parce que tu n'auras plus rien de physique sur quoi la focaliser. Juste un terrain vague et des souvenirs que tu ne peux pas démolir. Je lui ai dit que j'étais prêt. Elle a secoué la tête. Personne n'est prêt pour ce genre de vide. J'ai quitté sa maison avec ces mots résonnant dans ma tête. Mais il ne changeait rien. Le plan était toujours en marche. J'ai passé les 2 jours suivants à l'hôtel, travaillant à distance, révisant des contrats, maintenant ma routine comme si de rien n'était. Mais toutes les quelques heures, je recevais des mises à jour de Ramirez avec des photos. Le premier après-midi, murs intérieurs démolis. Cette nuit-là, toits enlevés. Le deuxième jour, le matin, la structure extérieure commençait à tomber. L'après-midi, piscine vidée et détruite. Chaque photo, c'était comme regarder un cadavre être systématiquement démembré. Anselmo m'a rendu visite le 2e jour avec d'autres documents. Elle se dit. J'ai tout préparé pour le procès contre Elena. Fraude, détournement de fonds matrimoniaux, ouverture de compte sans consentement. Avec ces preuves, non seulement tu récupéreras les 152 000 $, mais elle devra probablement payer des dommages et intérêts supplémentaires. Je lui ai dit de procéder, de faire tout ce qui était légalement nécessaire. Anselmo a hésité. Il y a autre chose. Tes enfants ont appelé, Juan et Fernando. Ils ont entendu des rumeurs disant que tu démolissais la maison. Ils veulent te parler. J'ai senti quelque chose de froid dans ma poitrine. Mes enfants. Les hommes que j'avais élevés, les hommes que j'avais éduqués dans les meilleures écoles avec mon argent, les hommes qui étaient allés au mariage de leur mère sans m'en dire un mot. J'ai demandé à Anselmo ce qu'ils avaient dit. Anselmo a lu sur son téléphone. Juan dit que c'est de la folie, que tu détruis leur héritage. Fernando dit que tu as besoin d'une aide psychiatrique. Tous deux veulent que tu arrêtes la démolition immédiatement. J'ai souri. Ce sourire froid qui me venait maintenant naturellement. Dis-leur que l'héritage que je détruis est le mien, pas le leur. Dis-leur que s'ils voulaient quelque chose de moi, ils auraient dû y penser avant d'aller célébrer mon humiliation. Anselmo a tapé le message. Puis il m'a regardé. Elle se dit. Ce sont tes enfants. Tôt ou tard, tu vas devoir les affronter. Je lui ai dit que je le ferais, mais à mes conditions, pas aux leurs. Anselmo a rangé son téléphone. Comme tu voudras. Mais prépare-toi. Quand Elena reviendra, elle ne viendra pas seule. Elle va amener des avocats. Elle va amener tes enfants. Elle va essayer de te faire passer pour le méchant. Je lui ai répondu que j'étais déjà le méchant dans son histoire. Maintenant, je ne faisais que jouer le rôle jusqu'au bout. Anselmo est parti. Je suis resté dans la chambre d'hôtel à regarder les photos de la démolition. Chaque image montrait moins de structure, plus de gravats, plus de vide. Et étrangement, je me sentais plus léger à chaque photo. Le soir du 2e jour, j'ai reçu un appel inattendu. Un numéro inconnu. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose m'a poussé à décrocher. La voix à l'autre bout du fil était féminine, jeune, nerveuse. Monsieur, elle se dit, je m'appelle Inès. Je suis votre cousine. Je suis en Colombie, au mariage, et j'ai besoin de vous dire quelque chose. Je lui ai dit de parler. Inès a pris une profonde inspiration. Ce qu'ils font est mal. Tout le monde le sait, mais personne ne veut le dire. Elena dépense votre argent comme s'il était infini. Francisco se vante d'avoir épousé une femme riche. Vos enfants agissent comme si vous n'existiez pas et je ne peux plus me taire. Je lui ai demandé pourquoi elle m'appelait maintenant. Inès a fait une pause. Parce que mon père, votre frère Aurelio, m'a parlé de la maison. Il m'a dit que vous la démolissiez. Et tout le monde ici rigole, disant que vous avez perdu la tête? Disant qu'ils ont prouvé que vous étiez fini.
Mais je ne crois pas ça. Je pense que vous faites la seule chose que vous pouvez faire. Je l'ai remercié. Inès a poursuivi. Monsieur Al-Sedi. Ils reviennent dans 3 jours. Elena prévoit déjà quel avocat engager. Elle calcule déjà combien elle peut vous soutirer lors du divorce. Elle n'est pas encore au courant pour la démolition. Ça va être un choc. Je lui ai dit que c'était exactement le but. Inès a pris une grande inspiration. Alors préparez-vous, car elle n'acceptera pas ça sans rien dire. J'ai raccroché et, pour la première fois, j'ai ressenti autre chose que de la froideur. J'ai ressenti de l'anticipation. Dans moins de 72 heures, Elena reviendrait. Elle verrait ce que j'avais fait et comprendrait que l'homme qu'elle qualifiait de vieux et de mort avait encore assez de vie pour détruire tout ce qu'elle considérait comme acquis. Mon téléphone a vibré. C'était Ramirez. Un message simple, demain nous terminons. Viendrez-vous voir? J'ai répondu que je serais là. Cette nuit-là, j'ai parfaitement dormi. Pas de cauchemar, pas de doute, juste de la pure anticipation. Le 3e jour s'est levé avec un silence étrange. Je me suis réveillé à l'hôtel en sachant qu'aujourd'hui, tout prendrait fin. La maison, le symbole, le mensonge physique de 28 ans. Aujourd'hui, elle s'était transformée en terre plate. Je me suis habillé lentement, j'ai bu un café noir, sans petit déjeuner. Mon estomac était noué par quelque chose qui n'était pas de la nervosité. C'était le sentiment de l'irrévocable. Ramirez avait programmé l'inspection finale pour 10 heures. Je suis arrivé 15 minutes en avance. Je me suis garé à un demi-pâté de maison de là. De là, je pouvais voir le terrain, ou ce qu'il en restait. J'ai marché lentement vers ce qui était autrefois mon allée. Mes jambes bougeaient, mais mon cerveau n'assimilait pas encore totalement ce qu'il voyait. Il n'y avait plus de maison. Il n'y avait tout simplement plus rien. Là où se dressait autrefois une structure à 2 étages avec une façade en pierre et de grandes fenêtres, il n'y avait plus que de la terre tassée, parfaitement nivelée, comme si rien n'y avait jamais existé. Comme si les 28 dernières années avaient été effacées à l'aide de machinerie lourde et de détermination. Ramirez est apparu à côté de moi. Je ne l'avais pas entendu approcher. Monsieur Al-Sedi, nous avons terminé avec 2 heures d'avance sur le planning. Votre maison n'existe plus. J'ai marché vers le centre du terrain. Mes chaussures de ville laissaient des empreintes dans la terre meuble. Je me suis arrêté à l'endroit où se trouvait le salon, où nous avions fêté les Noëls, où Elena servait des dîners élégants pour impressionner des gens qui étaient maintenant en Colombie pour célébrer son nouveau mariage. J'ai fait 3 pas vers l'endroit où se trouvait la cuisine, puis 5 autres vers l'endroit où avait été notre chambre. Chaque pas était un souvenir qui se désintégrait sous mes pieds. Ramirez m'observait en silence. Finalement, il a parlé. Monsieur, j'ai besoin que vous signiez les documents de fin de chantier, et j'ai besoin de vous demander quelque chose. Je me suis tourné vers lui. Ramirez avait une expression que je ne lui connaissais pas. De la curiosité mêlée à quelque chose comme de l'admiration. En 30 ans de démolition de structures, je n'ai jamais vu quelqu'un faire ça. Je n'ai jamais vu quelqu'un détruire quelque chose de parfaitement fonctionnel juste par principe. Il a fait une pause. Ma question est la suivante, est-ce que ça en valait la peine? J'ai regardé la terre vide autour de moi, l'espace où se trouvait auparavant $1 million de biens immobiliers. Je lui ai dit de me reposer la question dans 3 jours. Quand elle reviendrait. Quand elle verrait ça. Alors je saurais si ça en valait la peine. Ramirez a hoché la tête et m'a tendu une chemise. Certificat de démolition complète, permis clôturé, inspection municipale approuvée. Tout est légal, tout est documenté. Personne ne peut dire que nous avons fait quoi que ce soit d'illégal. J'ai signé chaque papier sans vraiment les lire. Ramirez a rangé les copies. Une dernière chose. Les voisins ont posé beaucoup de questions. Ils ont pris des photos, certains ont enregistré des vidéos. Ça va se retrouver sur les réseaux sociaux. Préparez-vous à être célèbre. Je lui ai dit que je m'en fichais. Ramirez m'a tendu la main. Monsieur Al-Sedi, ce fut un honneur de travailler pour vous. Je ne sais pas si ce que vous avez fait était sage, mais c'était décisif, et c'est une chose que la plupart des gens n'arrivent jamais à faire. Je lui ai serré la main. Son équipe a rangé les derniers outils et est partie. Je suis resté seul sur le terrain vague, j'ai sorti mon téléphone et j'ai pris une photo.
Juste de la terre brune sous un ciel bleu clair. Je l'ai envoyé à Anselmo avec un message simple, fait. Il a répondu immédiatement, mon Dieu, tu l'as vraiment fait. Maintenant, prépare-toi. Elena revient dans 2 jours. J'ai répondu, je suis plus près que jamais. Je suis monté dans ma voiture, mais je ne l'ai pas démarré tout de suite. Je suis resté assis là à regarder le vide que j'avais créé, et j'ai ressenti quelque chose d'étrange. Ce n'était pas une satisfaction totale. Ce n'était pas de la douleur. C'était quelque chose entre les deux. Comme être dans l'œil d'un cyclone, sachant que le pire était encore à venir, mais appréciant le silence temporaire. Mon téléphone a sonné. C'était Lucia. Elle se dit. J'ai vu les photos sur Facebook. Les voisins publient tout. Tu l'as vraiment fait. Tu as détruit la maison. Je lui ai dit, oui. C'est fait. Lucia a soupiré. Comment te sens-tu? Je lui ai dit la vérité, que je ne savais pas, que je me sentais vide, mais que c'était un vide propre, comme après une opération. Ça fait mal, mais on sait que c'était nécessaire. Lucia a fait une longue pause. Elle se dit. Promets-moi que tu viendras me voir après le retour d'Elena. Après la confrontation. Parce que tu auras besoin d'assimiler ce qui va se passer. Je lui ai promis que j'irai. Elle a ajouté une dernière chose, et elle se dit. Prépare-toi. Parce que détruire la maison était la partie facile. Affronter les conséquences va être la partie difficile. Elle a raccroché avant que je puisse répondre. J'ai passé le reste de la journée à conduire sans but, visitant des lieux de mon passé. Le bâtiment où j'avais ouvert ma première entreprise était devenu un café pour hipsters. L'école que fréquentaient mes enfants avait maintenant des clôtures plus hautes. Le parc où Elena et moi nous promenions quand nous étions jeunes était maintenant plein de gens que je ne connaissais pas. Tout avait changé. Ou peut-être était-ce moi qui avais changé et qui pouvais enfin le voir. Ce soir-là, je suis retourné à l'hôtel. Il y avait une enveloppe sous ma porte. Je l'ai ouverte. C'était une lettre manuscrite. J'ai reconnu l'écriture immédiatement. Inès, ma cousine, la seule personne en Colombie qui avait eu le courage de m'appeler. La lettre disait, oncle Al se dit. Je rentre demain. Je ne pouvais pas supporter la fin de cette farce. Elena dépense des milliers de dollars en nouveaux vêtements pour son retour triomphal. Francisco s'achète une nouvelle voiture avec l'argent qu'elle lui donne. Tes enfants prévoient d'emménager dans la maison à leur retour. Parce qu'ils supposent que tu partiras. Personne ne sait pour la démolition. Ça va être un choc brutal pour tout le monde. Je voulais juste que tu saches qu'il y a quelqu'un dans la famille qui est de ton côté. Inès. J'ai plié la lettre soigneusement. Je l'ai gardée dans mon portefeuille. Il était bon de savoir qu'au moins une personne comprenait. Qu'au moins une personne ne me considérait pas comme le méchant. Cette nuit-là, j'ai planifié exactement comment se déroulerait la journée de leur retour. Elena arriverait avec toute la famille. Ils s'attendraient à ce que je ne sois pas là, à ce que j'ai obéi comme toujours, à ce que je sois parti discrètement. Au lieu de cela, ils me trouveraient là, debout sur le terrain vague, à les attendre. Et ils verraient de quoi l'homme vieux et mort avait été capable. L'anticipation était presque douce, comme attendre que quelqu'un ouvre un cadeau dont on sait qu'il va le détester. J'ai profondément dormi cette nuit-là. J'ai rêvé de structures qui s'effondrent, de terre propre, de recommencement. Le jour suivant a été le plus long de ma vie. Je savais qu'Elena et la famille prenaient l'avion ce soir-là, qu'ils arriveraient en ville vers minuit, qu'ils iraient probablement dormir directement à l'hôtel ou chez quelqu'un, qu'ils viendraient à la maison le lendemain matin. Il fallait que je sois prêt. Anselmo m'a rendu visite à l'hôtel avec le dossier juridique complet. Elle se dit. Tout est là. La plainte pour fraude, les preuves des comptes secrets, les relevés de cartes de crédit, les preuves des voyages coordonnés. Quand Elena essaiera de te poursuivre pour la maison, nous contre-attaquerons avec ça. Je lui ai demandé quelles étaient les chances. Anselmo a souri. Avec ces preuves, 95% en ta faveur. Elle n'obtiendra rien. En fait, elle va devoir te rembourser. Je lui ai dit de procéder à tout. Anselmo a fermé sa mallette. Demain matin, je serai avec toi quand elle arrivera, quand elle verra ce que tu as fait. Je serai là pour documenter sa réaction, pour être témoin et pour te protéger légalement. Je l'ai remercié.
Il s'est levé pour partir. Al se dit. Une dernière chose. Ce que tu as fait va changer la façon dont les gens te voient. Certains diront que tu es fou. D'autres diront que tu es un génie. Mais tout le monde dira quelque chose. Es-tu prêt pour ça? Je lui ai répondu que j'avais cessé de me soucier de ce que disaient les gens il y a bien longtemps. Anselmo a souri. Alors demain va être intéressant. Cette nuit-là, j'ai repassé mon plan en revue encore et encore. J'arriverai sur le terrain à 8 heures du matin. Je me garerai là où je pourrais tout voir. J'attendrai. Et quand Elena apparaîtrait avec toute ma famille de traîtres, je resterai simplement là, souriant, laissant la terre vide parler pour moi. J'ai préparé des vêtements confortables, des chaussures solides, une bouteille d'eau, mon téléphone complètement chargé. Je voulais documenter chaque seconde. Pas pour me venger. Enfin, pas seulement pour me venger, mais parce que j'avais besoin de me souvenir de ce moment. Le moment où j'ai repris mon pouvoir, le moment où j'ai prouvé que le vieil homme n'était pas mort. Qu'il renaissait. À 2 heures du matin, j'ai reçu un message d'Inès. Vient d'atterrir. Tout le monde est épuisé, mais heureux. Elena n'arrête pas de parler de combien tu vas souffrir quand elle engagera le divorce. Elle n'a aucune idée de ce qui l'attend. Bonne chance demain, oncle. J'ai répondu par un simple merci. Je n'ai pas pu dormir le reste de la nuit. Pas par nervosité, mais par pure anticipation. À 6 heures du matin, j'ai pris une douche, je me suis habillé, j'ai bu un café, j'ai vérifié que j'avais tout. À 7h30, j'ai quitté l'hôtel. Le soleil venait de se lever. C'était une journée parfaitement claire. Comme si l'univers avait commandé la météo parfaite pour ce moment. Je suis arrivé sur le terrain pile à 8 heures. J'ai garé ma voiture exactement au même endroit qu'il y a 3 jours, quand j'avais regardé la démolition se terminer. Je suis sorti et j'ai marché vers le centre du terrain vide. La terre était parfaitement nivelée, parfaitement vide, parfaitement prête pour ce qui allait arriver. J'ai sorti mon téléphone, pris une autre photo, envoyé un message à Anselmo, je suis prêt. Il a répondu, en route. Il est arrivé 15 minutes plus tard, s'est tenu à côté de moi en silence. Finalement, il a parlé. Al se dit. Dernière chance de regretter. D'appeler Elena et de la prévenir pour adoucir le choc. J'ai secoué la tête. Elle ne m'a pas prévenu avant d'emmener ma famille à son mariage. Je ne vais pas la prévenir avant de lui montrer ce que j'ai fait de notre maison. Anselmo a hoché la tête. Alors nous attendons. Et donc nous avons attendu. 2 hommes debout sur un terrain vague, attendant que l'ouragan frappe. Il était 9h40 quand j'ai vu la première voiture. Un taxi noir tournant lentement au coin de la rue. Puis un autre. Et un autre. 3 taxis à la file indienne, comme un cortège funèbre. Sauf qu'ils ne venaient pas pour des funérailles. Ils venaient pour une célébration. Pour réclamer une maison. Pour m'expulser de ma propre propriété. Ils ne savaient pas qu'il n'y avait plus rien à réclamer. Anselmo m'a touché l'épaule. Les voilà. Respire. Reste calme. J'ai hoché la tête sans quitter les taxis des yeux. Le premier s'est arrêté exactement là où se trouvait autrefois l'allée. J'ai vu Elena sortir. Elle portait une robe neuve, de grandes lunettes de soleil, des bagages de luxe. Elle avait l'air radieuse, heureuse, comme quelqu'un qui vient de gagner à la loterie. Le deuxième taxi s'est arrêté. Mes enfants sont sortis. Juan et Fernando. Grands, bien habillés, riant à quelque chose qu'Elena avait dit. Le troisième taxi, mon frère Aurelio, sa femme, tout le monde souriant, tout le monde célébrant, tout le monde heureux de rentrer à la maison après m'avoir humilié dans un autre pays. Elena s'est tournée vers l'endroit où aurait dû se trouver la porte d'entrée. Elle avait toujours ses lunettes de soleil, elle souriait toujours. Puis elle s'est arrêtée. J'ai vu le moment exact où son cerveau a assimilé ce que ses yeux voyaient. Les lunettes de soleil ont glissé sur son nez. Le sourire s'est figé. Sa bouche s'est ouverte, mais aucun son n'en est sorti. Juan a été le suivant à le remarquer. Il a laissé tomber sa valise. Fernando a lâché un juron que j'ai entendu de là où je me tenais. Aurelio est resté bouche bée. Elena a fait 3 pas en avant, comme si s'approcher ferait apparaître la maison. Ses talons se sont enfoncés dans la terre meuble. Elle a failli perdre l'équilibre.
Elle a enlevé complètement ses lunettes. Elle a regardé à gauche, à droite, cherchant la structure qui n'existait plus. Cherchant le million de dollars qui s'était transformé en poussière. Puis elle m'a vu, debout au centre du terrain vague, avec Anselmo à mes côtés. Attendant. Observant. Souriant. Elena a hurlé mon nom. Ce n'était pas un cri de surprise. C'était un cri animal, primitif, plein de rage et de choc. Elle se dit. Qu'est-ce que tu as fait? Où est la maison? Qu'est-ce que tu as fait de notre maison? J'ai marché lentement vers elle, chaque pas mesuré, chaque mouvement contrôlé. Je me suis arrêté à 3 mètres de distance, assez près pour qu'elle m'entende parfaitement, assez loin pour maintenir mon espace. Bonjour, Elena. Bienvenue à la maison. Enfin, à l'endroit où se trouvait notre maison. Elle tremblait de fureur, de choc, d'incrédulité. Qu'est-ce que tu as fait? Mais qu'est-ce que tu as foutu? C'est de la folie. C'est de la destruction de biens. Je vais te poursuivre en justice. Je vais te faire mettre en prison. Je lui ai répondu avec un calme parfait, c'est ma propriété. Il n'y a que mon nom sur l'acte de propriété. Vérifie avec Anselmo si tu veux. J'ai tous les permis, tout est parfaitement légal. J'ai simplement décidé que je ne voulais plus de la maison. Juan a fait un pas en avant, le visage rouge de colère. Papa, tu es fou? Tu viens de détruire $1 million. Notre héritage. Notre avenir. Comment as-tu pu faire ça? Je l'ai regardé droit dans les yeux. Votre héritage. Intéressant. Parce que quand ta mère a épousé un autre homme et que vous êtes allé fêter ça, j'ai supposé que vous aviez déjà choisi votre camp, que vous aviez déjà décidé qui était votre famille. Fernando est intervenu, ça n'a rien à voir avec le fait de choisir un camp. Maman avait le droit de refaire sa vie. J'ai hoché la tête. Bien sûr que oui. Et j'ai le droit de faire ce que je veux de ma propriété, de mon argent, de ma vie. Vous avez choisi d'aller à son mariage. J'ai choisi de démolir ma maison. Nous prenons tous des décisions. Elena a retrouvé sa voix. C'est de la vengeance, espèce de psychopathe. Tu es malade. Tu as besoin d'aide. Anselmo a fait un pas en avant. Madame Elena, mon client a agi entièrement dans le cadre de ses droits légaux. La propriété était enregistrée uniquement à son nom. Tous les permis ont été approuvés. Il n'y a aucune base pour une action en justice. Elena l'a ignoré. Elle a continué à me foudroyer du regard avec une haine pure. Tu as dépensé $80 000 pour démolir la maison. $80 000 juste par rancune, juste parce que tu ne pouvais pas accepter que je ne t'aime plus. J'ai souri. Ce sourire froid qui venait maintenant naturellement. $80 000, c'est une affaire comparée à ce que j'aurais perdu dans le divorce. Et en parlant d'argent, Elena, il faut qu'on parle des $152 000 que tu as volés. J'ai vu son visage passer de la fureur à la peur. De quoi parles-tu? Anselmo a ouvert sa mallette et en a sorti un épais dossier. Les comptes secrets au Panama. Les cartes de crédit que vous avez ouvertes en utilisant ces informations. Les retraits sur le compte joint. Les voyages en Colombie que vous avez payés avec son argent. Nous avons toutes les preuves et nous portons plainte pour fraude. Elena a pâli. C'est un mensonge. Vous inventez des choses parce que vous êtes désespéré. Anselmo lui a tendu le dossier. Voici les relevés de compte, les extraits bancaires, les registres de vol. Tout est documenté, tout est daté, tout est traçable. Vous pourrez examiner cela avec votre avocat. Je vous suggère d'ailleurs d'en prendre un bon, car vous allez en avoir besoin. Aurelio a finalement pris la parole. Al se dit. Ça va trop loin. Je sais que tu es blessé, mais détruire la maison. Poursuivre Elena. C'est de la cruauté. Je l'ai regardé. Mon frère, l'homme qui m'avait trahi. De la cruauté? Tu as accompagné Elena à l'aéroport. Tu es allé à son mariage. Tu as fait la fête pendant qu'elle me traitait de vieux et de mort. Et maintenant, tu me parles de cruauté. Elena a repris un peu de contenance. Je vais te poursuivre pour chaque centime. Je vais t'emmener au tribunal. Je vais m'assurer que tu perdes tout. Anselmo a fermé sa mallette. Madame, avec un adultère documenté et une fraude financière avérée,
vous n'avez aucune chance au tribunal. En fait, vous aurez de la chance si vous ne finissez pas avec des poursuites pénales. Rohan m'a regardé avec quelque chose qui ressemblait à du désespoir. Papa, on peut encore arranger ça. On peut en parler en famille. J'ai secoué la tête. En famille? Rohan, une famille n'abandonne pas l'un des siens. Elle ne célèbre pas son humiliation. Vous avez cessé d'être ma famille quand vous êtes monté dans cet avion. Elena a fait un pas vers moi. Les yeux pleins de larmes, mais c'était des larmes de rage, pas de tristesse. Tu me hais tellement que tu es prêt à tout détruire. Tout ce que nous avons construit ensemble. Je lui ai répondu doucement, Elena. Je n'ai pas détruit ce que nous avions construit ensemble. Tu l'as fait quand tu as décidé que j'étais mort pour toi. J'ai juste matérialisé cette mort. Je lui ai donné une forme physique. La maison était un cadavre. Je l'ai simplement enterrée. Elle m'a giflé violemment. Mon visage a tourné sous l'impact. Anselmo a immédiatement sorti son téléphone. C'est enregistré. Agression physique. Merci pour cette preuve supplémentaire. Elena a reculé, la main tremblante. Je vais te détruire. Je vais tout te prendre. J'ai souri en touchant ma joue. Il n'y a plus rien à me prendre. C'est ça la beauté d'une démolition contrôlée. J'ai détruit ce que tu aimais avant que tu ne puisses t'en servir contre moi. Les taxis attendaient toujours. Le chauffeur du premier a crié pour demander s'ils avaient besoin d'aide. Elena s'est tournée vers les voitures. Sa famille l'a suivie. Avant de monter, elle s'est retournée une dernière fois. Elle se dit. Ça ne se termine pas ici. J'ai répondu, tu as raison. Ça ne fait que commencer. Mais maintenant, ça commence à mes conditions, pas aux tiennes. Les taxis sont partis. Le silence qui a suivi était absolu. Anselmo m'a regardé. C'était intense. Comment te sens-tu? Je lui ai dit la vérité. Vide. Mais c'est un vide propre. Comme après une tempête. Anselmo a hoché la tête. Maintenant vient la partie juridique. Prépare-toi, car elle va se battre. Je lui ai répondu que j'étais prêt. Que je m'y préparais depuis l'instant où j'avais décidé de démolir la maison. Nous sommes restés sur le terrain vague à regarder la terre, en pensant à ce qui allait arriver. Finalement, Anselmo a parlé. Tu sais, dans toutes mes années d'avocat, je n'ai jamais vu quelqu'un faire une chose pareille. C'était brutal. C'était impitoyable. Mais c'était efficace. Je lui ai demandé s'il pensait que j'étais fou. Il a ri. Fou? Non. Déterminé? Oui. Il y a une différence. J'ai quitté le terrain avec une sensation étrange. Ce n'était pas du bonheur. Ce n'était pas une satisfaction totale. C'était du soulagement. Comme lâcher quelque chose de lourd qu'on portait depuis des années. La maison avait disparu. Elena l'avait vue. Mes enfants avaient reçu le message. Maintenant venait la phase suivante. La reconstruction. J'ai conduit sans but après la disparition des taxis. Les rues de la ville défilaient floues par les fenêtres. Mes joues me brûlaient encore là où Elena m'avait giflé. Mais ce n'était pas une douleur physique que je ressentais. C'était quelque chose de plus profond, quelque chose de plus étrange. C'était l'absence d'une chose qui avait été là pendant si longtemps que j'avais oublié comment vivre sans. Je me suis arrêté à un point de vue surplombant la ville. J'ai coupé le moteur. Le silence dans la voiture était assourdissant. J'ai sorti mon téléphone et j'ai regardé les photos que j'avais prises. Le terrain vague, la terre plate, l'espace où j'avais investi des années de ma vie et $1 million. Et je me suis demandé pour la première fois si Lucia avait raison. Si la vengeance n'apportait vraiment pas la paix, juste plus de vide. Mon téléphone a vibré. C'était un message d'Inès. Oncle, je viens de parler à maman. Tout le monde est sous le choc. Elena est hystérique. Elle dit que tu vas payer pour ça. Mais je veux que tu saches quelque chose. Ce que tu as fait était courageux. Cruel peut-être. Mais courageux. Peu d'hommes auraient eu le courage de tout détruire juste pour prouver qu'ils avaient raison. J'ai répondu, je ne sais pas si c'était du courage ou de la folie. Elle m'a répondu, peut-être un peu des deux.
J'ai redémarré la voiture, cette fois avec une destination précise, la maison de Lucia. Elle m'avait dit de venir après la confrontation, que j'aurais besoin de parler. Elle avait raison. Je suis arrivé 20 minutes plus tard. Lucia a ouvert la porte avant même que je frappe. Son expression en était une d'inquiétude, mêlée à une sorte de résignation. « Tu l'as fait. C'est vraiment arrivé. » J'ai hoché la tête. Elle s'est écartée. « Entre. As-tu besoin d'un café ou de quelque chose de plus fort ?» Nous nous sommes assis sur sa terrasse comme 3 jours auparavant, mais tout semblait différent maintenant. Lucia m'a servi un whisky. Je ne bois généralement pas avant midi. Aujourd'hui, c'était l'exception. Je l'ai avalé d'un trait. Elle m'en a servi un autre. Raconte-moi tout. Que s'est-il passé quand ils sont arrivés? Je lui ai raconté chaque détail. Le sourire d'Elena s'effaçant, le cri, les visages de mes enfants, la gifle, la menace. Tout. Lucia a écouté en silence. Quand j'ai terminé, elle a soupiré profondément. Elle se dit. Je dois te demander quelque chose, et j'ai besoin que tu sois totalement honnête. Comment te sens-tu maintenant? Vraiment. Pas la réponse que tu penses devoir donner. La vérité. J'ai regardé mon verre vide. La vérité, c'est que je ne sais pas. Une partie de moi se sent puissante, victorieuse, comme si j'avais enfin repris le contrôle. J'ai fait une pause. Mais une autre partie se sent complètement vide. Comme si j'avais gagné la bataille, mais perdu quelque chose que je n'arrive même pas à nommer. Lucia a hoché la tête. C'est parce que la vengeance est comme ça. Elle te donne une seconde de satisfaction. Tu vois leur visage choqué. Tu ressens le pouvoir de les avoir blessés comme ils t'ont blessé. Mais ensuite vient le silence. Et dans ce silence, tu réalises que tu as détruit quelque chose. Mais que tu n'as rien construit de nouveau. Je lui ai dit que c'était la phase suivante. Construire quelque chose de nouveau. Lucia m'a regardé avec scepticisme. Avec quoi? Avec qui? Elle se dit. Tu as repoussé ta famille, détruit ta maison, dépensé 80 000 $ en démolition. Et pourquoi? Pour prouver que tu avais raison. Je lui ai rappelé la fraude, les 152 000 $ qu'Elena avait volés, les mensonges, les trahisons. Lucia a levé la main. Je sais, et elle mérite d'en subir les conséquences judiciaires. Mais elle se dit. Tu n'as pas démoli la maison par justice. Tu l'as démolie par fierté. Pour la blesser. Pour lui montrer que tu avais toujours du pouvoir sur elle. Et maintenant que tu l'as fait, qu'as-tu vraiment gagné? Je n'ai pas répondu, car je n'avais pas de réponse. Lucia a poursuivi, plus doucement. Elle se dit. Je suis ton ami depuis 40 ans. Je t'ai vu construire un empire à partir de rien. Je t'ai vu travailler plus dur que quiconque. Mais je t'ai aussi vu ignorer ta famille, faire de l'argent ton seul langage de l'amour. Et maintenant tu es surpris qu'ils aient choisi quelqu'un qui leur donnait de l'attention au lieu de chèques. J'ai senti quelque chose de brûlant dans ma poitrine. Je lui ai dit que je leur avais tout donné. L'éducation, des opportunités, une belle maison. Lucia a secoué la tête. Tu leur as donné des choses. Tu ne t'es pas donné toi-même. Elena n'est pas partie parce que tu étais vieux. Elle est partie parce que tu étais absent. Tes enfants ne l'ont pas soutenue parce qu'ils te détestaient. Ils l'ont soutenue parce qu'elle était là quand tu ne l'étais pas. Je lui ai dit que cela ne justifiait pas la trahison. Lucia a approuvé. Non, ça ne la justifie pas. Ce qu'Elena a fait était cruel. Ce que tes enfants ont fait était lâche. Mais elle se dit. Si tu veux vraiment reconstruire ta vie, tu dois accepter ta part de responsabilité dans son effondrement. La démolition contrôlée ne concerne pas que la maison. Elle concerne ton ego. Elle concerne ton déni. Elle concerne le mensonge selon lequel tu étais la victime parfaite. Je me suis levé. Je ne suis pas venu ici pour que tu me psychanalyses. Je suis venu parce que tu as dit que tu ne me jugerais pas. Lucia s'est levée aussi. Et je ne te juge pas. Je te dis la vérité. Quelque chose que personne d'autre ne te dira parce qu'ils ont peur de ton argent ou de ton tempérament. Mais moi, je n'ai pas peur.
Et je tiens trop à toi pour te laisser vivre dans ce fantasme où tu es le héros de cette histoire. Je lui ai demandé qui était le héros, alors. Lucia m'a regardé droit dans les yeux. Il n'y a pas de héros. Juste des personnes brisées qui blessent d'autres personnes brisées. Elena t'a blessé. Tu l'as blessé en retour. Maintenant, vous saignez tous les deux. Et aucun des deux ne vaut mieux que l'autre. Je me suis rassis. Mes jambes semblaient faibles. Alors qu'est-ce que je suis censé faire? C'est déjà fait. La maison n'est plus là. La famille n'est plus là. Tout a disparu. Lucia s'est assise à côté de moi. Maintenant, tu fais le vrai travail. Tu vas en thérapie. Tu traites la véritable douleur qui se cache sous la colère. Tu apprends à être à nouveau vulnérable. Tu apprends que le pouvoir ne vient pas de la destruction des choses, mais de la construction de quelque chose de meilleur. Je lui ai dit que je ne savais pas si j'en étais capable. Elle m'a pris la main. Elle se dit. Tu as construit un empire à partir de rien. Tu peux reconstruire ta vie. Mais cette fois, construis-la sur de vraies relations, pas sur des transactions financières. Nous sommes restés assis en silence. Le whisky a fait son effet. L'épuisement des derniers jours m'est tombé dessus comme une lourde couverture. Finalement, j'ai parlé. Lucia, j'ai 63 ans. Elena a dit que j'étais vieux, que j'étais mort pour elle. Peut-être qu'elle avait raison. Peut-être qu'il est trop tard pour reconstruire. Lucia a serré ma main. L'homme que je connais n'abandonne pas. L'homme que je connais tombe et se relève. Oui, tu as 63 ans. Tu as aussi de l'expérience, des ressources, et maintenant, pour la première fois depuis des années, tu as de la clarté. Certain. Je lui ai demandé par où commencer. Elle a souri. Commence par te pardonner de ne pas être parfait, d'avoir échoué en tant que mari, d'avoir fait passer le travail avant la famille. Pardonne-toi. Ensuite, décide de ce que tu veux construire sur ce terrain vague de ta vie. Pas au sens propre. Au sens figuré. Quel genre d'homme veux-tu être maintenant? Je lui ai dit que je ne savais pas. Lucia a haussé les épaules. Alors prends le temps de le découvrir. Il n'y a pas d'urgence. La démolition a été rapide. La reconstruction prend du temps. Mon téléphone a vibré. C'était Anselmo. Elena a engagé un avocat. Ils vont se battre pour préjudice moral et destruction malveillante des biens conjugaux. Prépare-toi à une longue bataille juridique. J'ai montré le message à Lucia. Elle l'a lu et a soupiré. Plus de disputes, plus de colère, plus de vide. Elle se dit. Tu peux gagner toutes les batailles juridiques et quand même perdre la guerre pour ton âme. Je lui ai dit que je ne comprenais pas. Elle a expliqué, tu peux détruire Elena au tribunal. Tu peux prouver qu'elle a volé. Elle a menti. Elle t'a trahi. Et le juge sera d'accord avec toi. Mais si tu le fais par pure vengeance, tu finiras plus vite que tu ne le es maintenant. Je lui ai demandé ce qu'elle suggérait. Lucia a réfléchi un instant. Défends-toi légalement. Récupère ton argent. Protège tes biens. Mais fais-le par soif de justice. Pas par vengeance. Laisse le système judiciaire faire son travail. Toi, concentre-toi sur ta propre reconstruction. Je lui ai dit que ça semblait impossible. Elle a souri. Les choses les plus précieuses le sont souvent. Mais tu n'as jamais reculé devant l'impossible. C'est pour ça que tu as construit ce que tu as construit. Je suis resté chez Lucia jusqu'au coucher du soleil. Nous avons parlé de tout. De mon enfance, de la façon dont j'avais monté ma première affaire, de quand j'avais rencontré Elena, de la naissance de mes enfants. De tous les moments que j'avais manqués parce que j'étais trop occupé à travailler. Et pour la première fois depuis des années, j'ai pleuré. Pas pour Elena, pas pour la maison, mais pour le temps perdu, pour les opportunités gâchées, pour le père et le mari que j'aurais pu être, mais que j'avais choisi de ne pas être. Lucia m'a pris dans ses bras pendant que je pleurais. Elle n'a rien dit, elle est juste restée là, comme une véritable amie. Quand je me suis enfin calmé, elle m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Elle se dit. Les larmes sont la démolition contrôlée de l'âme. Elles font mal, mais elles nettoient. Laisse-les sortir. J'ai hoché la tête, incapable de parler. Elle a continué. Et demain,
quand tu te réveilleras, recommence. Pas en tant que l'homme que tu étais, mais en tant que l'homme que tu veux être. Les mois suivants ont été une guerre. Pas la guerre rapide et explosive que j'avais imaginée, mais une guerre d'usure. Lente, épuisante, juridiquement brutale. Elena a engagé le meilleur avocat spécialisé en divorce de la ville, un requin nommé Martinez, qui avait la réputation de détruire les maris au tribunal. Sa stratégie était simple, me dépeindre comme un homme instable qui avait détruit les biens du couple par une vengeance psychopathique. Les premières audiences ont été humiliantes. Martinez a présenté des évaluations psychiatriques demandant que je sois déclaré mentalement incapable. Il a fait venir des témoins qui ont affirmé que j'avais toujours été contrôlant, obsessionnel, émotionnellement distant. Mon frère Aurelio a témoigné contre moi. Il a déclaré que la famille avait toujours eu peur de mes réactions, que j'utilisais l'argent comme une arme. Mes propres enfants ont témoigné qu'ils avaient vécu dans la peur de me décevoir. Entendre cela m'a fait plus de mal que la démolition, plus de mal que la trahison, parce qu'une partie de moi savait qu'ils avaient raison. Anselmo a contre-attaqué avec les preuves de la fraude. Les 152 000 $, les comptes secrets, les voyages payés avec mon argent, les cartes de crédit frauduleuses. Chaque document présenté effaçait un peu plus le sourire de l'avocat d'Elena. Chaque déclaration faisait pâlir Elena. Le juge était une femme de 60 ans nommée Sanchez. Elle était connue pour être juste mais impitoyable. Après avoir examiné toutes les preuves pendant 3 mois, elle a rendu une décision préliminaire. La démolition de la maison était légale. Monsieur Alcedi avait le droit absolu sur la propriété. Cependant, la fraude financière de Madame Elena est entièrement documentée. Elle doit restituer les 152 000 $ avec intérêt. Elena a pleuré dans la salle d'audience. Pas de vraies larmes. Des larmes de comédienne. Mais la juge n'a pas bronché. En outre, a poursuivi la juge Sanchez, compte tenu de l'adultère documenté et de la fraude financière, Madame Elena n'a pas droit à une pension alimentaire ni à un partage des biens supplémentaires. Monsieur Alcedi conservera l'intégralité de ses propriétés et de ses entreprises. Elena s'est effondrée sur sa chaise. Martinez a demandé un appel immédiat. La juge l'a refusé. Les preuves sont irréfutables. Cette affaire est close. J'ai quitté le tribunal avec un sentiment étrange. Ce n'était pas la victoire. C'était du soulagement mêlé de tristesse. J'avais gagné légalement, mais j'avais perdu quelque chose que je ne récupérerai jamais. Une famille, un héritage, une illusion de normalité. Anselmo m'a tapé dans le dos. On a réussi. Elena ne verra pas un centime. En fait, elle te doit de l'argent qu'elle ne pourra probablement jamais rembourser. Je lui ai demandé si ça devait me faire me sentir mieux. Il m'a regardé, surpris. Ça ne te fait pas te sentir mieux? Je lui ai dit la vérité. Je ne sais pas. J'ai gagné, mais je me sens plus vide qu'avant. Anselmo a rangé ses documents. Alcedi. La victoire juridique ne guérit pas les blessures émotionnelles. Tu le savais depuis le début. Je l'ai remercié pour tout et nous nous sommes séparés. J'ai conduit directement chez Lucia. Elle était dans son jardin en train de tailler des rosiers. Elle m'a vu arriver et a su immédiatement. Tu as gagné. J'ai hoché la tête. Elle a posé le sécateur. Et comment te sens-tu? Je me suis assis sur l'herbe, épuisé, vide. Comme si j'avais couru un marathon pour découvrir que la ligne d'arrivée était un miroir. Lucia s'est assise à côté de moi. C'est parce que la vengeance légale est comme la démolition physique. Elle résout le problème technique, mais elle ne comble pas le vide émotionnel. Je lui ai demandé quand j'étais censé me sentir mieux. Elle a souri tristement. Quand tu arrêteras de chercher à te sentir mieux à travers des victoires externes et que tu commenceras à guérir de l'intérieur. Je lui ai dit que je ne savais pas comment faire ça. Lucia m'a regardé avec tendresse. C'est pour ça que tu as pris un thérapeute. Comme je te l'ai suggéré. J'ai admis que j'avais fait 3 séances. C'était plus dur que je ne le pensais. Parler de mes sentiments, de mes échecs, de ma responsabilité. Lucia a hoché la tête. Bien sûr que c'est dur. Tu as passé 63 ans à construire des murs. Les abattre fait mal, mais c'est nécessaire. Je lui ai dit quelque chose que je n'avais partagé avec personne. Lors de la dernière séance, mon thérapeute m'a demandé ce qui me manquait le plus.
Et je n'ai pas dit la maison. Je n'ai pas dit Elena. J'ai dit que la possibilité d'avoir été meilleur me manquait, d'avoir été présent, d'avoir fait des choix différents. Lucia a pris ma main. C'est un progrès. Une vraie douleur vaut mieux qu'une fausse colère. Je lui ai demandé quand ça arrêterait de faire mal. Elle a haussé les épaules. Je ne sais pas. Mais finalement, la douleur devient sagesse, et la sagesse devient paix. Cette nuit-là, j'ai reçu un message inattendu. Il venait d'Inès. Oncle Al se dit. Il faut que je te parle. C'est important. Je l'ai appelée immédiatement. Elle avait l'air nerveuse. Oncle, je sais que la famille t'a tourné le dos. Je sais que tout le monde t'a traité horriblement. Mais je veux que tu saches que je ne suis pas d'accord avec ça. Ce que tu as fait était extrême, oui. Mais ce qu'ils t'ont fait était impardonnable. D'abord, je les remerciais. Inès a poursuivi, il y a autre chose. Elena et Francisco se sont séparés. Il l'a quittée quand il a découvert qu'elle n'avait pas d'argent, que tout était à toi. Qu'elle ne pouvait pas lui offrir le style de vie qu'elle lui avait promis. J'ai ressenti quelque chose dans ma poitrine. Ce n'était pas de la satisfaction, c'était de la pitié. Inès a ajouté. Et tes enfants se disputent, se rejetant la faute l'un sur l'autre d'avoir perdu l'héritage. La famille est en train de s'effondrer. Je lui ai dit que ça ne me faisait pas plaisir. Inès a soupiré de soulagement. Je suis contente de l'entendre. Parce que ça veut dire que tu n'es pas devenu le monstre qu'il disait. Je lui ai demandé pourquoi elle m'appelait vraiment. Elle a fait une pause. Parce que je pense que tu mérites de savoir qu'il y a quelqu'un dans la famille qui te respecte encore, qui comprend pourquoi tu as fait ce que tu as fait, et que si tu as un jour envie de reconstruire une relation avec quelqu'un, je suis là. Ces mots m'ont brisé d'une manière que je n'attendais pas. Je l'ai remercié d'une voix tremblante. Inès. Tu es la seule à m'avoir accordé de la dignité quand tout le monde me traitait comme si j'étais mort. Je ne l'oublierai pas. Elle a répondu doucement, la famille, ce n'est pas seulement le sang, oncle. C'est celui qui est là quand tout s'effondre. Et je suis là. J'ai raccroché et j'ai pleuré pour la deuxième fois en des mois. Mais ces larmes étaient différentes. Elles n'étaient pas de rage ou de perte. Elles étaient de gratitude. D'un petit espoir. De la possibilité que tout ne soit pas perdu. J'ai appelé Lucia et je lui ai parlé d'Inès. Elle a souri à l'autre bout du fil. Tu vois. Quand tu détruis ce qui est faux, le vrai apparaît. Inès est vraie. Construis là-dessus. Les mois suivants, je me suis concentré sur une véritable reconstruction. Pas littérale. Émotionnelle. J'ai continué la thérapie 2 fois par semaine. J'ai appris à identifier des schémas, à accepter ma responsabilité, à me pardonner de ne pas être parfait. J'ai vendu 2 de mes propriétés commerciales et j'ai fait don de l'argent à des organisations qui aident les hommes âgés en crise. Pas pour la publicité, mais parce que j'avais besoin de faire quelque chose de constructif de ma douleur. J'ai acheté le terrain vague où s'était trouvée ma maison. Techniquement, il m'appartenait déjà, mais je voulais le documenter officiellement. J'ai engagé un architecte. Pas pour construire un manoir. Mais pour concevoir un espace communautaire, un jardin public avec des bancs, des arbres, un endroit où les gens pourraient s'asseoir et réfléchir, où quelque chose de beau pousserait là où s'était trouvé mon mariage mort. Lucia m'a accompagné au premier rendez-vous avec l'architecte. Il a présenté des plans élaborés, des fontaines, des sculptures, des choses ostentatoires. J'ai secoué la tête. Je veux juste quelque chose de simple, de vert, de calme, un lieu de réflexion. L'architecte a paru déçu, mais a accepté. Lucia m'a regardé avec fierté. Tu apprends. Moins, c'est plus. La construction du jardin a pris 6 mois. Chaque semaine j'allais superviser les progrès, voir comment les arbres poussaient, comment les bancs étaient installés, comment quelque chose de nouveau émergeait de la poussière de l'ancien. C'était thérapeutique d'une manière à laquelle je ne m'attendais pas. Un jour, alors que j'y étais, j'ai vu une femme âgée assise sur l'un des bancs. Elle pleurait silencieusement. Je me suis approché et lui ai demandé si elle allait bien. Elle m'a regardé avec des yeux rouges. Mon mari est mort il y a 1 mois. J'avais besoin d'un endroit calme pour réfléchir. Ce jardin est parfait. Je lui ai dit que j'étais heureux qu'il l'aide, que c'était exactement son but. Elle m'a fait un faible sourire.
Qui a construit ça? Je lui ai dit que c'était moi. Elle a pris ma main. Merci. Vous ne savez pas à quel point j'en avais besoin aujourd'hui. Elle est partie, me laissant là. Et pour la première fois en un an, j'ai eu le sentiment d'avoir fait quelque chose qui comptait vraiment. Le jardin a officiellement ouvert le jour de l'anniversaire de la démolition. Exactement un an après la disparition de la maison. Lucia, Inès, Anselmo et quelques amis du travail y ont assisté. Il n'y a pas eu de discours, pas de cérémonie compliquée. Nous avons juste planté ensemble le dernier arbre. Un chêne qui grandirait pendant des décennies, qui fournirait de l'ombre à des générations qui ne sauraient jamais qu'une maison, un mensonge, un mariage brisé, se trouvait autrefois là. Inès m'a pris dans ses bras. Oncle, je suis fier de toi. Tu as transformé quelque chose de destructeur en quelque chose de beau. Je lui ai dit que j'apprenais encore. Que certains jours je ressentais encore de la colère, encore du vide. Elle a hoché la tête. Mais la différence, c'est que maintenant tu fais quelque chose de ce vide. Tu le remplis d'un but. C'est ça qui compte. Cela fait 2 ans que j'ai enterré la maison. 2 ans que j'ai vu le visage d'Elena se décomposer devant la terre vide. 2 ans que j'ai pris la décision la plus coûteuse et la plus libératrice de ma vie. Aujourd'hui, j'ai 65 ans et je comprends enfin quelque chose que je ne comprenais pas alors. La démolition contrôlée ne concernait pas la maison. Elle me concernait, moi. Le jardin que j'ai construit là où se trouvait mon manoir est devenu quelque chose de plus grand que ce que j'imaginais. Les gens y viennent tous les jours. De jeunes couples, des personnes âgées solitaires, des familles avec des enfants. Personne ne connaît la véritable histoire de l'endroit. Pour eux, c'est juste un espace vert au milieu de la ville. Pour moi, c'est un rappel quotidien que quelque chose de beau peut naître des cendres de quelque chose de brisé. Elena n'a jamais pu rembourser les $152 000 qu'elle me devait. Elle a déclaré faillite il y a 1 an. Francisco l'a quittée 3 mois après que le juge a statué en ma faveur. Elle vit maintenant dans un petit appartement, elle travaille dans un magasin de vêtements. Parfois, je l'aperçois de loin quand je passe près de ce centre commercial. Elle a l'air plus vieille, plus fatiguée, plus humaine. Et je ne ressens plus de rage quand je la vois. Juste une lointaine tristesse pour ce qui aurait pu être. Mes enfants ont essayé de me contacter il y a 6 mois. Juan m'a envoyé un long message pour s'excuser, expliquer, se justifier. J'ai répondu en 3 lignes, j'accepte tes excuses, mais reconstruire la confiance prend du temps. Quand tu seras prêt pour une véritable relation sans attente financière, nous parlerons. Il n'a pas répondu. Fernando n'a même pas essayé de me contacter, et c'est très bien ainsi. J'ai appris qu'on ne peut pas forcer les relations. Elles sont soit authentiques, soit elles n'en valent pas la peine. Inès est devenue un peu comme la fille que je n'ai jamais eue. Nous déjeunons ensemble chaque semaine. Nous parlons de tout. Des affaires, de la vie, de nos erreurs. Elle a obtenu son diplôme universitaire l'année dernière. Je lui ai offert un poste dans l'une de mes entreprises. Elle a poliment refusé. Elle m'a dit qu'elle avait besoin de construire son propre chemin. Que mon erreur avait été de tout donner trop facilement à mes enfants. Elle avait raison. Je me suis senti fier de son refus. Lucia est toujours mon ancre, mon amie, ma conscience. Quand j'ai de mauvaises journées, quand la colère revient, quand je me demande si tout ça en valait la peine, je l'appelle. Elle écoute. Elle ne juge pas. Elle me rappelle simplement qui j'ai décidé d'être après la démolition. Un homme meilleur, plus présent, plus humain. Certains jours, j'y arrive. D'autres jours, j'échoue. Mais j'essaie toujours. La thérapie a changé ma vie d'une manière que je n'ai jamais admise à voix haute. J'ai appris que mon obsession pour le travail était la peur de l'échec personnel. Que ma distance émotionnelle était une protection contre le rejet. Que mon besoin de contrôle venait du fait d'avoir grandi sans en avoir aucun. Comprendre cela n'a pas effacé la douleur, mais ça lui a donné un contexte. Ça lui a donné un sens. J'ai vendu la plupart de mes propriétés commerciales, ne gardant que l'essentiel. J'ai découvert que je n'avais pas besoin d'un empire pour me sentir utile. J'avais besoin d'un but. Alors j'ai commencé à mentorer de jeunes entrepreneurs. Des personnes qui étaient là où j'étais à 25 ans. Affamés, pleins de rêves, effrayés. Je ne leur apprends pas seulement les affaires, mais aussi l'équilibre. Le fait d'être présent.
Le fait de ne pas sacrifier sa famille pour le succès. L'autre jour, l'un de mes jeunes m'a posé des questions sur ma famille. Je lui ai dit la vérité. Toute la vérité. La trahison, la démolition, les conséquences. Je m'attendais à être jugé. Au lieu de cela, il m'a dit quelque chose qui m'a surpris. Monsieur elle se dit, mon père était comme vous. Ayant réussi, absent, contrôlant. Il est mort riche mais seul. Personne n'est allé à ses funérailles. Le fait que vous reconnaissiez vos erreurs, que vous essayiez d'être meilleur. C'est ce qui vous différencie. C'est ce qui fait de vous un bon mentor. Ces mots sont restés en moi pendant des jours, parce que j'ai réalisé quelque chose de fondamental. La démolition contrôlée a eu un coût. $1 million en propriété, une famille fragmentée, des années de douleur. Mais elle a aussi eu un bénéfice que je n'avais pas calculé au départ. Elle m'a donné une seconde chance d'être différent, de construire quelque chose de vrai sur les décombres de quelque chose de faux. Elena avait raison quand elle a dit que j'étais vieux et mort pour elle. Peut-être que cet homme qui travaillait 18 heures par jour, qui mesurait l'amour en chèque signé, qui construisait des murs au lieu de ponts. Cet homme était vraiment mort, et c'est moi qui l'ai tué. Je n'ai pas seulement démoli une maison. J'ai démoli une version de moi-même qui n'était plus utile. Qui n'avait jamais vraiment existé. Aujourd'hui, je me promène dans le jardin que j'ai construit sur les ruines de mon mariage. Je vois des gens profiter de l'ombre des arbres. J'entends des enfants rire. Je vois des couples de personnes âgées se tenir la main. Et je pense à l'ironie de la chose. J'ai dépensé $1 million pour construire une maison qui n'abritait que des mensonges. J'ai dépensé $80 000 pour la démolir, puis j'ai dépensé $200 000 pour construire ce jardin que plus de gens utilisent en une journée qu'ils n'ont utilisé ma maison en 28 ans. Parfois, je m'assieds sur l'un des bancs, le même où j'ai vu cette femme pleurer il y a 2 ans, et je pense à tout ce que j'ai perdu et à tout ce que j'ai gagné, et je me demande si je ferais les choses différemment si je pouvais revenir en arrière. La réponse est complexe. Je ne démolirai pas la maison pour les bonnes raisons, mais je démolirai mon ego, mon déni, mon faux sentiment de contrôle. Je ferai ça 1000 fois s'il le fallait. Elena m'a envoyé une lettre il y a 3 mois. Une lettre physique, manuscrite. Elle disait des choses prévisibles, des excuses, des explications, des justifications. Mais à la fin, il y avait une phrase qui m'a fait faire une pause. Elle se dit. Ce que je regrette le plus. Ce n'est pas de t'avoir quitté. Ce n'est pas de ne pas avoir été honnête avec toi plus tôt. C'est d'avoir construit une fausse vie au lieu d'avoir le courage de dire que je n'étais pas heureuse. Peut-être avons-nous tous les deux construit cette maison sur des mensonges. Et peut-être que la démolir a été la chose la plus honnête que nous ayons faite depuis des années. Je n'ai pas répondu, mais j'ai gardé la lettre, car elle avait raison. Nous avions tous les deux construit le mensonge. Nous l'avions tous les deux habité. Moi par mon absence, elle par sa trahison. Et la démolition a été le moment d'honnêteté brutale qu'aucun de nous n'avait eu le courage d'avoir plus tôt. C'était cruel. C'était coûteux. Mais c'était réel. Maintenant, quand les gens me posent des questions sur ma maison, je leur dis la vérité. Je l'ai démolie. Quand ils me demandent pourquoi, je souris et je dis, parce que parfois, il faut détruire quelque chose complètement pour comprendre ce qu'on aurait dû construire depuis le début. Certains me regardent comme si j'étais fou. D'autres hochent la tête comme s'ils comprenaient parfaitement. Les deux réactions me conviennent. J'ai 65 ans. Elena disait que j'étais vieux et mort pour elle, et elle avait raison d'une manière qu'elle ne comprenait pas. Cet homme était mort. Mais de ses cendres, quelqu'un de différent est né. Quelqu'un qui comprend que le véritable pouvoir ne vient pas du fait de construire des empires ou de démolir des maisons. Il vient du courage d'être vulnérable, d'admettre ses erreurs, de grandir même quand ça fait mal. Quand ils sont revenus et ont vu ce que j'avais fait, leurs sourires se sont effacés. Ils ont regardé la terre vide et ont posé une question terrifiée. Mais la vraie question n'était pas de savoir où était la maison. C'était de savoir qui j'étais vraiment. Et la vérité, c'est que je ne le savais pas non plus. J'ai dû tout enterrer pour le découvrir. J'ai dû réduire $1 million en poussière pour comprendre que la vraie valeur ne se mesure pas en propriété. Elle se mesure en objectif de vie. Aujourd'hui, debout dans ce jardin, entouré de la vie qui a poussé là où il y avait autrefois la mort, je peux enfin dire quelque chose que je ne pouvais pas dire il y a 2 ans. Est-ce que ça en valait la peine ?
Pas pour la vengeance, pas pour la voir souffrir, mais parce que cela m'a forcé à affronter la vérité, à me reconstruire pour être meilleur. La démolition contrôlée a été douloureuse, coûteuse, brutale, mais c'était ma renaissance. Et parfois, pour renaître, il faut d'abord se transformer en cendre. Elena avait raison. J'étais vieux, mais je n'étais pas mort. J'étais juste endormi. Et la démolition a été mon éveil. C'est drôle comme ça marche. Si cette histoire vous a tenu en haleine, aimez et abonnez-vous pour d'autres histoires choquantes, car la vraie vie est plus intense que n'importe quelle fiction.